dans la salle ou qui est autour de cette salle virtuelle ne nous connaît pas forcément. Donc, juste pour présenter NewDoc en deux mots, on est un intégrateur de solutions. Donc, en fait, on sélectionne des solutions sur le marché, on construit du service autour et on propose ça à nos clients à travers nos réseaux de partenaires. Donc, pour être capable de servir et de proposer, de conseiller en tout cas les bonnes solutions aux clients en fonction de leurs besoins. Ça, c'est notre cœur de métier. Nous allons aborder aujourd'hui une solution qui s'appelle OptimiDoc Cloud. Pour information, elle est compatible avec deux constructeurs qui sont HP et Xerox. Donc, pour l'animation de ces webinaires, ce que j'ai préféré faire, c'est de séparer en fait en fonction du type de constructeur. Donc ça permet aussi d'avoir des informations plus spécifiques par rapport à chacun des constructeurs, parce que forcément, il y a toujours des petites différences en fonction des implémentations. Alors, avant d'entrer dans le détail, juste pour dire que OptimiDoc Cloud, ça fait partie d'un jeu de solutions qu'on a sélectionné. Ce que vous voyez à l'écran, c'est le portefeuille de solutions qu'on a aujourd'hui, NewDoc en portfolio, avec lequel on peut adresser l'ensemble des clients. Et ce qu'on fait depuis l'année dernière, en fait, les 4 petits logos New que vous voyez à l'écran, en fait, c'est 4 solutions qu'on a sélectionnées sur lesquelles on va fortement se développer cette année. Et l'idée, comme vous le voyez, il y a des petits nuages à côté de chacune des solutions. C'est aujourd'hui de trouver des solutions qui s'intègrent dans les environnements cloudisés qui est en train de se développer en ce moment. Et pour aller au-delà, on va dire, des solutions traditionnelles, vraiment de rentrer dans ce monde moderne et ce monde des solutions cloud. Alors la première petite question qu'on peut se poser, c'est pourquoi aller vers le cloud et pourquoi on introduit comme ça ce type de solution. Donc, j'ai mis quelques points de repère. On pourra avoir une très très longue discussion sur le sujet, mais juste quelques points de repère. Le premier, c'est que les infrastructures cloud en général ont une croissance de 20% par an, toute infrastructure confondue. Le petit point de repère, moi, que je me prends, les petites références, je suis par exemple l'évolution d'Office 365. Donc, Microsoft communique des chiffres au niveau mondial aujourd'hui, pas forcément au niveau local. Mais si on regarde au niveau mondial, on a en gros 200 millions d'utilisateurs en 2019 d'Office 365 monde professionnel. J'enlève le grand public de ça, ce qui représente là aussi une croissance d'environ 20% par an d'utilisateurs. Donc, ça veut dire que l'année prochaine, on peut espérer y avoir en gros 240 millions d'utilisateurs dans le monde d'Office 365. L'autre petit indicateur que je suis, c'est l'évolution des Chromebooks. Donc, par exemple, cette année, on a 20% de croissance sur la vente de matériel Chromebook. Je n'ai pas vraiment trouvé de chiffres sur la vente d'abonnés G Suite. Toujours pareil dans le monde professionnel. Cette croissance, elle est plutôt tirée par les pays nordiques et par l'Espagne. Mais globalement, en France, on voit aussi arriver des clients qui s'équipent de plus en plus de Chromebook et pas que dans le monde de l'éducation. Donc, on sent cette émergence en France, même s'il est un peu moins accentué qu'ailleurs. Donc, ça, c'est un premier pour moi indicateur fort, c'est-à-dire que nos clients s'équipent d'infrastructures cloud. Et donc, de par le fait, ils vont, à un moment donné ou à un autre, avoir besoin d'imprimer et de numériser. Donc, il faudra leur proposer quelque chose. J'ai pris un deuxième indicateur qui est l'évolution de la mobilité. Alors, j'aurais pu en prendre d'autres sur la sécurité, sur la dématérialisation et autres. J'ai pris celui-là parce que j'ai trouvé des chiffres d'IDC qui étaient assez intéressants. Globalement, la mobilité croît naturellement, on va dire. Il y a environ 15% par an de personnes qui sont de plus en plus mobiles dans les entreprises. Et même certains sédentaires, entre guillemets, qui étaient sédentaires avant, deviennent mobiles de par la mise en place de bureaux partagés ou de home working ou des choses comme ça. Donc, globalement, la mobilité augmente et c'est un fait, on va dire qu'on ne peut pas dénier. Puis, quand on regarde le business autour de la mobilité dans notre environnement, le hardware représente une croissance de 5%, alors que les services et les logiciels croissent beaucoup plus. Donc, l'indicateur qu'on a par rapport à ça, c'est que au-delà du matériel, il faut bien aller apporter du service et des outils logiciels aux clients, donc mieux répondre à leurs besoins, leur apporter de la valeur ajoutée et pas simplement leur vendre des tablettes, des PC portables. Ce n'est pas suffisant aujourd'hui, même si c'est nécessaire. Donc ça, c'est un deuxième indicateur fort pour moi autour des services, autour du cloud. Et si je synthétise ou si j'accentue tout ça par le modèle économique du cloud ou le modèle de vente du cloud, c'est vrai qu'aujourd'hui, les clients partent vers le cloud pour une raison principale, c'est qu'ils vont déléguer leur infrastructure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une grosse partie de leurs serveurs et de leurs logiciels, il est confié, on va dire, à des tiers, qui peuvent être des Amazon, qui peuvent être des Microsoft, qui peuvent être des Google, mais qui peuvent être d'autres acteurs aussi sur le marché. Et l'idée pour eux, c'est de réduire la charge d'exploitation de tout ça, c'est-à-dire ils n'ont plus à s'occuper du hardware, ils n'ont plus à s'occuper des montées de version de logiciels. Donc, ça globalement réduit leur coût d'exploitation. Ils peuvent en plus se focaliser sur leur métier plus que sur la gestion de leur infrastructure. Et puis, l'autre bénéfice que ça leur apporte,
c'est que comme ils vont payer sur certaines GCA, sur certaines fonctions fonctions de critères, hein, comme les utilisateurs, le nombre de MFP, des choses comme ça, ils vont avoir une plus forte lisibilité de ce qu'ils dépensent et ils vont pouvoir travailler avec des budgets de fonctionnement plutôt que des budgets d'investissement. Donc, ça permet aux clients d'avoir beaucoup plus de prédictifs. Et par exemple, quand ils rajoutent des utilisateurs ou quand ils rajoutent, je sais pas, des bâtiments ou quand ils rajoutent des équipements, ils peuvent assez vite associer les coûts des différents services qu'ils vont avoir autour et de combien coûtent les applications, je sais pas, de CRM, l'application de gestion des impressions, l'application de messagerie. Tout ça, ils vont avoir des coûts assez fins sur la capacité à dire combien ça évolue dans mon infrastructure et combien j'ai de visibilité par rapport à ça. Donc ça, c'est vraiment les critères clés aujourd'hui de choix du cloud des clients. Et puis le dernier critère, c'est qu'aujourd'hui, surtout pour les clients qui ont une certaine taille, ils ne sont pas obligés de passer dans du cloud du jour au lendemain. Hein, ce n'est pas fromage ou dessert. On est vraiment dans une optique, on peut avoir des architectures hybrides avec des solutions qui restent on-premise et une partie qu'on va commencer à cloudiser. Et petit à petit, on va pouvoir faire cette migration et peser le pour et le contre et choisir ce qu'on va vouloir déléguer dans le cloud et ce qu'on va vouloir garder à la maison. Le grand sujet aujourd'hui, c'est plutôt les applications métiers, savoir si on les met dans le cloud ou pas. Donc, l'ensemble de ces facteurs font que nos clients, nos clients finaux, à un moment donné, se posent la question de comment j'intègre mes besoins d'impression, mes besoins de numérisation dans ces nouveaux environnements que je mets en place. Et ça leur pose un certain nombre de questions. Alors, pour y répondre, une des solutions, il n'y a pas que celle-là, mais une des solutions qui peut être intéressante, c'est Optimidoc Cloud. Alors, pourquoi cette solution elle peut être intéressante pour les clients? Le premier point, c'est que globalement, les utilisateurs, les collaborateurs d'une entreprise passent un certain temps à gérer leur impression et leur numérisation. Alors, du bon temps ou du mauvais temps, ça dépend des personnes et des sociétés, mais globalement, imprimer des documents, les récupérer, prendre des documents qu'on a au niveau physique, être capable de les numériser, de les envoyer au bon endroit, toutes ces tâches du quotidien, prend un certain nombre de temps aux utilisateurs et que ça prendra encore plus de temps potentiellement quand on aura des environnements cloudisés. Donc, l'idée, c'est d'avoir une solution qui va simplifier la vie aux gens et qui passe moins de temps à faire leurs tâches du quotidien. Donc, ça, c'est le premier axe. Deuxième axe, vous en entendez sûrement parler quand vous entendez parler d'Office 365 et des nouvelles technos comme Teams qui sont portées par Office 365. Il y a un grand travail, un grand chantier autour du travail collaboratif. Comment mieux partager ces informations, comment mieux travailler avec ses collègues. Et typiquement, dans ce mieux travailler ensemble, à un moment donné, quand on va toucher à je dois imprimer des documents ou je dois numériser des documents, pareil, on doit être capable de s'intégrer avec les nouveaux outils et être capable de faciliter le travail collaboratif de l'ensemble des utilisateurs. Donc ça va être vraiment, d'un point de vue fonctionnel, les deux nœuds pour moi qui vont faire que les clients vont se poser des questions et de se dire voilà, qu'est-ce que j'ai besoin comme solution? Et on va voir juste après qu'Optimidoc Cloud peut être une de ces solutions. Après, on va aussi retrouver sur des fondamentaux qui sont la sécurité. Quand vous commencez à mettre des documents à disposition de tout le monde et à ce que tout le monde puisse les partager, forcément, il faut un peu de contrôle et de bien gérer les accès pour être sûr que les gens ne fassent pas de mauvaises manipulations, voire pire. Et puis enfin, faciliter la mobilité, avoir des outils qui s'intègrent parfaitement pour que la mobilité des gens soit respectée et que quand ils se promènent de site en site ou quand ils passent du PC à leur tablette, à leur téléphone, ils puissent avoir des environnements assez proches et puissent continuer à travailler sans interruption. Donc ça va être les besoins, on va dire, annexes, mais qui sont classiques dans ce type d'environnement. Et le dernier point, qui va sans le dire, mais qui va mieux en le disant, il faut bien sûr que cette plateforme et ce type de solution s'intègrent parfaitement dans l'environnement cloud. Et le but d'Optimidoc, c'est justement de simplifier au maximum, et pour les administrateurs, pour les gens qui contrôlent la solution, et donc il peut être le revendeur ou le client final, bien sûr, ou les utilisateurs, pour que ce soit simple pour eux à utiliser. Essayer de se fondre un peu dans la masse et de faire en sorte que ce ne soit pas un outil de plus, mais que ce soit une utilisation naturelle, quelque part, qu'on a de son environnement cloud. Si je rentre un peu plus dans le détail, qu'est-ce que va être la proposition de valeur d'Optimidoc? La première chose, alors nous au moins qui nous a frappé quand on a fait ce tour des solutions et qu'on a sélectionné des solutions pour pouvoir intégrer dans notre portfolio, c'est qu'avec Optimidoc Cloud, ça peut être une solution que vous mettez à disposition du client et la seule chose que vous avez à faire, c'est uniquement de lui mettre son multifonction. Vous connectez son multifonction à la solution et globalement, on peut ne rien avoir besoin d'autre pour faire fonctionner la solution. Donc, à partir de là, les gens peuvent
utiliser leur équipement, un peu comme quand vous téléchargez une app sur votre téléphone portable, vous n'avez pas besoin d'autre chose. Vous prenez l'app et vous commencez à jouer avec ou à travailler avec. Donc, c'est vraiment une solution qui est 100% cloud, hein, qui est 100% cloud, qu'on appelle multitenant ou cloud public, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de VPN ou de data center privé ou de serveurs privés, etc. C'est vraiment un cloud public, donc n'importe quel client qui a une connexion Internet peut accéder à la solution. Et c'est sans ni serveur ni installation ajoutée, parce qu'au basique, on n'installe que le multifonction et vous n'avez pas forcément à rajouter un serveur ou de l'installation sur les postes clients. On pourra rajouter, je vous montrerai tout à l'heure, d'autres choses, mais globalement, on peut fonctionner sans rien. Et enfin, c'est une solution qui a été conçue particulièrement pour Office 365, même si elle travaille avec des outils comme Google Drive ou Dropbox ou d'autres outils cloud. Mais globalement, le marché étant quand même bien piloté dans le monde professionnel par Office 365, il y a eu une attention particulière qui a été portée à son intégration. Et aujourd'hui, si vous avez un client qui a de l'Office 365, qui a des besoins d'impression, qui a des besoins de numérisation, c'est un client potentiel assez fort sur la partie Optimidoc Cloud. Donc, c'est plus assez simple pour nous d'aller détecter les clients potentiels et les leads potentiels qu'on peut avoir chez ces clients. Je vais rentrer encore un peu plus dans le détail. Je vais vous illustrer un peu les différentes fonctionnalités. Alors, première chose que je vous ai dit, c'est que quand on a connecté son MFP, on accède directement à son environnement cloud. Alors, partons de l'Office 365, hein, qui va être le cas le plus classique. Donc, ça veut dire que les utilisateurs, potentiellement, ils utilisent du OneDrive for Business et ils utilisent du SharePoint Online. Et bien, dès que la machine va être connectée, hein, on va configurer tout ça et on va pouvoir permettre aux gens d'accéder à leur environnement. Donc, première chose, c'est l'utilisateur arrive sur son MFP, et bien, il va rentrer son PIN code si on a choisi une authentification par code, il va se connecter, il va arriver devant son environnement, on va lui présenter ce que vous voyez au-dessus, les petits carrés, c'est l'ensemble des connecteurs que j'ai pu mettre. Donc, nous, on en a un peu plus que la moyenne, mais globalement, on pourra avoir du OneDrive for Business et du SharePoint. S'il clique sur son OneDrive for Business, automatiquement, il va pouvoir voir l'ensemble de ses répertoires qui sont à disposition. Donc là, il va naviguer dans son OneDrive for Business comme s'il le faisait depuis son PC portable, par exemple, hein, ou depuis son téléphone. Moi, je me suis fait, puisque j'ai commencé à prendre l'habitude d'utiliser cette solution, je me suis fait simplement un petit répertoire à imprimer. Dès que j'ai envie d'imprimer un document, je prends mon Word, mon PDF, je le balance dedans. Hein. J'ai plus besoin de faire fichier imprimé. Donc, quand je vais cliquer dans imprimer, je retrouve mes documents. Il suffit que j'aille les sélectionner. Si je veux changer un peu ces paramétrages, il suffit que je clique sur finalisation et puis je vais pouvoir l'imprimer en mono ou en recto verso ou en ce que je veux. Je vais sauvegarder ma config. Et puis, enfin, je vais le paramétrer là, voilà, pardon, et je vais sauvegarder ma config. Et puis, une fois que la config est sauvegardée, j'ai plus qu'à imprimer. Puis là, j'ai un petit message à l'écran qui me dit que ça imprime et ça va finir d'imprimer. Donc, vous voyez, le principe, c'est de dire, j'arrive, je connecte mon MFP, je le configure. Les utilisateurs, ils peuvent badger ou ils peuvent passer un code, ils vont se connecter à leur infra et ils sont capables de récupérer tous les documents. Ce que je vous ai montré pour OneDrive for Business, ce serait valable pour SharePoint, ce serait valable pour Google Drive, ce serait valable pour tous les autres connecteurs. C'est la même simplicité, c'est la même manière d'opérer. Donc ça, c'est vraiment le cœur. C'est vraiment ce qui va adresser comme besoin principal. Après, vous pouvez me dire, ouais, mais si on veut imprimer depuis notre navigateur, par exemple, mon client utilise Salesforce, il se connecte à distance sur Salesforce, il voulait faire des impressions d'écran de Salesforce ou d'autres types d'applications, comment il peut faire? Alors, c'est vrai que par défaut, la solution imprime tous les documents, on va dire, bureautiques classiques. Si vous avez des documents spécifiques, on ne pourra pas les imprimer comme je vous ai montré. Par contre, ce qu'on pourra faire, il y aura deux méthodes. La première, on peut installer une imprimante, on va dire, traditionnelle, votre driver d'imprimante HP. Vous mettez un moniteur de port qu'on appelle un moniteur IPPS, dans lequel on indiquera le nom de l'utilisateur qui va imprimer. Et quand l'utilisateur imprimera, automatiquement, ça ira sur ce qu'on va appeler un spooler virtuel dans Optimidoc, donc comme si vous imprimiez entre guillemets sur un serveur, et vous pourrez aller le rechercher sur le multifonction de la même manière que je vous ai montré précédemment. Donc, vous aurez un petit bouton à cliquer, et puis vous verrez vos documents en attente, vous sélectionnerez votre document, vous l'imprimez. Donc ça, c'est une manière pour l'imprimer de manière, on va dire, traditionnelle, native traditionnelle. Et si vous ne voulez pas configurer ce moniteur de port IPPS pour des raisons qui vous appartiennent, on peut aussi simplement mettre un driver PDF que vous trouvez dans n'importe quelle solution aujourd'hui sur le marché. Donc, vous pouvez faire fichier imprimé, générer un PDF, et quand ce PDF est généré, vous le posez dans votre OneDrive for Business et vous recommencez comme j'ai fait précédemment.
Donc, on aura aussi deux solutions pour imprimer depuis les applications natives. Et puis, enfin, on a une troisième méthode qui peut être utilisée. C'est qu'un utilisateur pourra aller directement dans son navigateur. Donc, il a un petit portail, il peut se connecter dessus avec son login et son mot de passe, qui pourrait être son login et son mot de passe Google ou son login et son mot de passe Microsoft. Il y a du SSO avec ces applications. Donc, il se connecte dans son petit portail et il aura juste à faire un drag and drop du fichier pour que ce fichier, pareil, il soit accessible directement depuis le MFP. Et ce petit navigateur, on peut l'utiliser depuis un téléphone portable. Donc, même depuis un téléphone portable, vous pourrez aller chercher vos fichiers stockés, soit en local dans le téléphone, soit sur vos espaces partagés, et envoyer l'impression aussi. Donc, vous voyez, globalement, c'est pour vous dire qu'on a quand même une grande possibilité de soumettre des impressions avec une fonctionnalité principale qui est quand même d'aller accéder à ces espaces de stockage partagés. Si toutefois vous aviez un client qui, pour des raisons qui lui appartiennent aussi, dirait non, moi je ne veux pas que mes impressions elles transitent par de cloud, je veux absolument que tout reste local chez moi et que rien ne sorte de chez moi. On a aujourd'hui une option de mettre on va dire un peu micro-serveur d'impression qui est basé sur un Raspberry. Donc on peut mettre ce petit Raspberry chez le client, ça servira de serveur d'impression, il imprimera sur ce Raspberry et pareil, il ira chercher ses impressions directement depuis son multifonction. Alors, nous, ce n'est pas forcément la solution qu'on va mettre en avant, mais si toutefois un client avait ses besoins, c'est quelque chose qu'on peut adresser. Donc voilà pour la partie impression. Maintenant, passons à la partie capture du document, qui est un des sujets aujourd'hui, la dématérialisation qui est assez sensible, on va dire, chez de nombreux clients, comment je fais pour dématérialiser et numériser un certain nombre de documents que je reçois ou que j'ai chez moi. Donc on va voir deux méthodes de la numérisation. On va revenir un peu comme l'impression, c'est-à-dire vous avez d'un côté avoir votre MFP qui est connecté à vos espaces, et d'un autre côté, vous avez aussi votre PC ou votre équipement portable qui va être connecté à ces espaces pour pouvoir mettre des documents, les lire, etc. etc. Donc, on va avoir un premier phénomène qui va être un peu comme l'impression, être capable d'aller se balader dans son espace et de soumettre les documents. Donc, pareil, je me connecte sur le MFP. Si jamais je clique sur mon petit envoi vers OneDrive for Business, je vais cliquer simplement dans Dossier, et puis je vais parcourir mon arborescence. Vous voyez, c'est la même que tout à l'heure. Et puis là, ce que je me suis fait, moi, dans mon OneDrive for Business, pareil, je me suis fait un petit répertoire par défaut à numériser que j'ai mis tout au début. Comme ça, quand je numérise du tout venant, je peux aller mettre ça directement là-dedans. Puis si je veux choisir un autre répertoire, je vais choisir un autre répertoire. Donc, je choisis mon répertoire. Et une fois que mon répertoire est sélectionné, je pourrais éventuellement changer le nom. Ça, c'est optionnel. C'est moi qui l'ai rajouté pour commodité. Mais je pourrais changer le nom de mon document si je veux le changer le nom à la volée. Et j'ai plus qu'à faire numériser. Et hop, mon document il est envoyé dans mon espace OneDrive for Business. Je retourne à mon bureau où je prends mon téléphone, pouf, j'ai mon document qui est à disposition directement dedans. Donc ça, c'est le premier mode, c'est ce que moi j'appelle la numérisation bureautique ou la numérisation du quotidien. C'est-à-dire j'ai des documents classiquement à numériser et je veux les récupérer rapidement. Donc ça, première méthode. Deuxième méthode, c'est on va être un peu plus directif, on va être un peu plus dans un mode piloté. On va vouloir dire, ben voilà, je voudrais mettre un petit processus pour pouvoir numériser certains types de documents et je voudrais faire ça de manière un peu organisée, c'est-à-dire que tous mes collaborateurs numérisent tous de la même manière et qu'il n'y ait pas chacun qu'à y mettre en fonction de son idée du matin le document dans tel répertoire ou dans tel autre répertoire. Donc là, ce qu'on va faire, c'est des petits processus de numérisation. Donc là, moi, j'en ai fait un pour vous illustrer un peu le sujet sur les documents administratifs, qui est quand même un cas assez classique chez nos clients. Donc là, ce qu'on pourra faire, j'utilise un SharePoint Online pour envoyer mes documents. Donc, je vais cliquer sur ce petit bouton que j'aurai configuré. Pareil, je vais pouvoir, si je veux, renommer ou pas mon document. Je vais pouvoir dire, là, par exemple, le type de document que je numérise. Donc, c'est une petite liste que j'ai préparée de mes documents types. Et l'utilisateur va pouvoir les choisir. Donc, on va dire que c'est une facture. Sur les documents administratifs, souvent, ce qu'on aime bien avoir, c'est une date un peu spécifique qu'il y a sur un document. Donc, sur une facture, ça peut être la date de réception de la facture, la date de paiement de la facture. Donc, on pourrait imaginer dans le processus de rentrer une, voire plusieurs dates. Donc là, j'en ai mis qu'une. Et puis, je vais rentrer la date que je veux à l'intérieur. Donc, ça va me la changer. Et puis, ensuite, moi, j'ai rajouté une petite chose. C'est est-ce que je veux dire que ce soit un original ou pas un original? Donc, est-ce que mon utilisateur, c'est un original qui est en train de numériser ou est-ce que c'est déjà une copie? Comme ça, au moins, j'aurai une information complémentaire sur le document. Donc, vous voyez, on va dire à l'utilisateur, on va lui faire un petit scénario et puis il va pouvoir prendre un certain nombre d'actions et remplir un certain nombre de tâches. Toutes les informations là, que l'utilisateur va renseigner ou qui seront renseignées par défaut et que l'utilisateur pourra changer, eh bien, on va pouvoir utiliser toutes ces informations pour deux choses. La première, c'est changer la destination, donc le mettre dans le bon dossier, par exemple,
ou alors renommer le document, c'est-à-dire utiliser le nom du document, on rajoutera les informations qui ont été saisies là. Et en plus de ces informations saisies, on pourrait prendre ce qu'on appelle des paramètres système. Donc, c'est la date et l'heure courante, par exemple, l'utilisateur qui s'est connecté sur les MFP. Donc, on a un certain nombre de paramètres système qu'on pourrait en plus réutiliser, toujours pareil, soit pour gérer les destinations, soit pour gérer le renommage du document. Et une fois qu'il a fait ça, bien sûr, l'utilisateur, mais il n'a plus qu'à faire numériser. Le document, il est envoyé au bon endroit avec le bon nom et dans le bon format. Donc, ça, c'est la partie plutôt processus. Donc, on aura toujours ces deux modes. Ensuite, un document est envoyé. Si on prend l'option OCR qui est fournie avec OptimiDoc, on pourra en plus ces documents les avoir en PDF osséorisé, en Word, en Excel. Le format VCF, c'est le format carte de visite. On peut même faire du PowerPoint. Bon, ce n'est pas forcément très démocratisé aujourd'hui, mais on pourrait convertir ces documents en PowerPoint. Donc, l'idée, c'est qu'en plus d'avoir un document bien classé, bien nommé, on pourra l'avoir dans le format exploitable désiré par le client. Donc ça, c'est les processus généraux qu'on peut mettre en place, qui se mettent en place de manière assez simple et assez conviviale. Et puis, on aura en plus, quelque chose que je n'ai pas mis sur le visuel, la possibilité de faire de l'envoi par email. Donc, on pourra en plus prendre des documents et les soumettre par email, donc soit à soi-même, l'utilisateur se numérise et se scanne le document pour lui, soit on pourra lui faire une liste de destinataires et pourra envoyer à des destinataires particuliers. Donc ça, on n'achètera pas OptimiDoc pour faire du send to mail, très franchement. Par contre, la fonction send to mail d'OptimiDoc, en plus de ces autres fonctions, ça peut permettre de faciliter l'intégration, parfois par des passerelles de messagerie. Je pense que certains techniciens, s'il y en a autour du micro, là, autour de la salle de la conférence, quand on met Office 365, par exemple, chez un client, configurer ses multifonctions pour faire de l'envoi d'email, ce n'est pas toujours quelque chose de très facile. Donc là, par contre, ça va faciliter cette mise en œuvre de l'envoi par messagerie. Donc voilà pour la partie capture du document. Je vous ai parlé en introduction, par exemple, de faciliter le travail collaboratif des utilisateurs. Une manière de l'illustrer, alors pour ceux qui sont un peu familiers avec Office 365, il y a une technologie qui est mise en place aujourd'hui qui est Teams, qui va remplacer petit à petit l'outil qui s'appelait Skype for Business. Le concept de Teams de Microsoft, c'est d'avoir un outil, alors je vais le simplifier un petit peu en gros, mais qui va permettre d'associer l'ensemble des outils Microsoft. Donc l'ensemble des outils Microsoft, c'est OneDrive for Business, c'est OneNote, c'est SharePoint, et plus d'autres outils qu'on pourrait rajouter, puisqu'il y a des passerelles qui sont faites avec des outils comme Trello, pour ceux qui connaissent, ou Trello, c'est pour gérer les projets, entre guillemets. Voilà, ou d'autres outils comme ça. Donc, on va pouvoir se rajouter comme ça un certain nombre d'outils. Ça veut dire que quand vous créez une équipe d'utilisateurs, vous prenez 2-3 utilisateurs, ces 2-3 utilisateurs vont avoir un point central pour accéder à l'ensemble de leurs ressources, y compris potentiellement le calendrier, s'être informé par mail, etc., etc. Donc, ça permet de faciliter le travail d'une équipe qui vont partager un certain nombre d'informations, dont des documents. Ce que je vous montre à l'écran, là, c'est notre Teams à nous. Là, c'est moi, vous voyez, encore ma photo en tout petit au-dessus. On a fait une équipe, par exemple, avec Laurent et Mehdi chez nous sur la partie technique, où on essaie de centraliser l'ensemble des informations techniques, notamment sur les nouvelles solutions, parce qu'on est aussi en mode apprentissage, et pour en fait, nous travailler dessus, et puis on peut partager comme ça simplement, en fonction du travail de chacun, les autres peuvent en profiter et accéder aux informations assez facilement. Donc globalement, j'ai un groupe de travail, et dans ce groupe de travail, on a créé en fait ce qu'on appelle, voilà, j'ai oublié le mot, pardon, des sous-structures, on dit, ou des dossiers par type de solution, et dans ces dossiers, on peut partager un certain nombre d'informations. Donc aujourd'hui, c'est super quand on a son PC ou son portable. Par contre, si j'ai besoin d'imprimer ou de numériser un document, j'ai toujours besoin soit d'aller faire l'effort d'aller me balader dans mes ressources pour aller les imprimer, ou j'ai besoin, pour numériser, peut-être de me l'envoyer par mail, puis après de le poster à l'intérieur. Qu'est-ce que je peux faire avec OptimiDoc Cloud? En fait, tous ces endroits où on peut stocker des fichiers, ce n'est jamais que des sites SharePoint. Donc, j'ai un site SharePoint pour mon groupe d'utilisateurs, et ce site SharePoint, il aura un certain nombre de dossiers à l'intérieur, dans sa bibliothèque de documents, dans lequel je peux envoyer des documents. Ce que je vais pouvoir faire dans OptimiDoc, c'est créer un petit bouton d'envoi vers SharePoint qui sera pour aller dans ce petit site SharePoint. Donc, je vais pouvoir aller cliquer dessus. Pareil, je vais pouvoir changer le nom du fichier si je veux. Et je vais pouvoir automatiquement accéder à l'ensemble des dossiers qui ont été créés par le groupe. Ça veut dire que ce soit Mehdi, Laurent ou moi, on arrive devant MFP, on se présente devant, on peut aller imprimer des documents potentiellement qui auraient été mis dans nos ressources partagées. On peut numériser un document, donc on l'utilise plutôt pour la fonction numérisation, pour aller nourrir notre base de connaissances.
Et là, il n'y a que nous trois qui y avons accès. Donc, ça veut dire que les autres membres de l'équipe n'ont pas accès parce que ça ne les intéresse pas forcément. Et puis, nous, ça nous permet rapidement d'accéder à ces fonctionnalités. Donc, voilà, c'est un moyen d'illustrer comment, en utilisant les fonctions d'OptimiDoc Cloud, on peut s'aligner avec des fonctions du fournisseur d'infrastructure pour faire en sorte que le travail collaboratif il soit un peu plus simplifié. Et puis, j'ai mis en dessous, pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'utiliser des outils comme Teams, et bien, en fait, c'est différent. Alors, c'est des canaux, pardon, le petit mot qui m'échappait. Chaque solution, c'est ce qu'on appelle un canal de communication, donc, dans lequel on peut regrouper différentes applications. Ben, ces différents canaux de communication et les fichiers que je stocke dans ces canaux de communication, je peux aussi les synchroniser directement sur mon poste. Et ça, c'est assez facile. C'est un peu comme du OneDrive for Business. Donc, du coup, ça veut dire que quand moi, je vais numériser un document depuis OptimiDoc Cloud, ben, je retourne sur mon PC, automatiquement, il sera synchronisé avec mon PC, je peux travailler avec. Donc, même si après, je déconnecte mon portable et que je vais prendre le TGV, ben, mon document il sera disponible dans mon espace et sur mon PC. Donc, voilà l'exemple du travail collaboratif. Hop là, pardon, ça saute un peu vite. Donc, une fois qu'on a l'ensemble de ces fonctionnalités d'impression et de numérisation, une fonction qui va être aussi importante, c'est l'authentification sur l'équipement. C'est-à-dire pour pouvoir accéder à son propre OneDrive for Business, bien sûr, faut-il encore que le MFP sache qui est devant la machine et qui appuie sur les boutons. Donc, pour l'authentification, il y aura deux façons de faire dans OptimiDoc. Soit on va avoir ce qu'on appelle une authentification intégrée dans l'application. Ça veut dire quoi? C'est que vous présentez devant votre MFP, vous avez tous les boutons, toutes les applications, vous avez un bouton OptimiDoc, vous cliquez dessus et ça vous ouvre une fenêtre. Et cette fenêtre, il y aura deux modes de la configurer. Soit on est dans un mode un peu sécurisé, on va mettre des codes utilisateurs. Donc, chaque utilisateur aura son code et devra s'identifier. Soit on est dans un mode moins sécurisé, ça je pense que c'est valable plutôt pour les petites structures qui ont quelques utilisateurs et dont la contrainte de sécurité n'est pas forte, mais c'est plutôt la convivialité, le confort d'utilisation qui est important. Et bien là, on va leur mettre simplement une liste d'utilisateurs, ils auront juste à cliquer sur le renom d'utilisateur pour être connectés. Là, bien sûr, plus de sécurité, puisqu'il n'y a pas de mot de passe, il n'y a pas de code, il n'y a pas de chose qui va vérifier la bonne identité. En tout cas, on aura simplifié la connexion de l'utilisateur. Par contre, c'est en libre service, ça veut dire que n'importe qui peut se connecter avec le nom de n'importe qui. Ça a quand même sa contrepartie. Par contre, on aura ces deux modes de disponibles. On pourrait aller un peu plus loin. Alors, c'est juste le petit point qui est aussi important, je m'excuse sur la partie authentification depuis l'application, c'est qu'on pourrait aussi utiliser d'autres outils d'authentification pour lancer OptimiDoc Cloud. Je pense par exemple aux authentifications HP comme l'authentification Windows ou LDAP qui est intégrée dans les machines HP, ou l'authentification locale avec du PIN code. Si vous voulez utiliser cette authentification locale pour faire d'autres choses sur la machine, vous pourrez aussi les utiliser pour vous authentifier sur OptimiDoc Cloud. L'idée, c'est que l'utilisateur n'ait qu'un mode d'authentification sur tous les outils de sa machine. Donc ça, c'est une possibilité aussi que vous avez avec l'application. Ensuite, OptimiDoc fournit une deuxième application, en fait, qui s'appelle OptimiDoc Cloud Authentification, c'est assez logique, qui, elle, va permettre d'aller un peu plus loin, qui permettra aussi de gérer du code, mais qui surtout permettra de gérer les lecteurs de badge. Donc, qui peuvent être des lecteurs de badge HP ou non HP. On travaille beaucoup avec deux fournisseurs qui sont principalement Elatec pour les besoins les plus classiques ou STID pour les besoins un peu plus spécifiques, et notamment pour des besoins comme quand on veut avoir des clients qui s'identifient avec le smartphone de manière sécurisée, par exemple sur leur contrôle d'accès et qui veulent réutiliser ça pour faire de l'accès sur leur MFP, eh bien, on sait s'authentifier avec des smartphones, soit avec les technologies BLE, donc c'est du Bluetooth, soit NFC, mais de manière sécurisée sur les équipements. Donc ça va être vraiment la valeur ajoutée d'OptimiDoc Cloud Authentification. Donc ça va être d'élargir et de faciliter les différents moyens d'authentification. Ça permettra aussi pour les clients qui souhaitent utiliser les applications WordPass HP de pouvoir s'authentifier et d'utiliser le SSO sur les applications WordPress HP. Autrement dit, utiliser OptimiDoc avec le lecteur de badge pour pouvoir s'authentifier directement sur l'application OneDrive for Business, par exemple, qu'a fait HP. On va en reparler un peu tout à l'heure. Donc ça, c'est pour les différents types d'authentification. Ensuite, globalement, les utilisateurs, comment on les gère? Les gens qui ont Office 65, généralement, il y a une Azure AD, on peut synchroniser dessus, donc on récupère les utilisateurs. Si vous avez des clients plus conséquents qui, eux, ont des Active Directory, on va dire, plus traditionnels avec des domaines services, donc soit sur site chez eux on-premise, soit dans du Microsoft Azure, on peut aussi se synchroniser avec un outil de synchronisation sur ces Active Directory. Donc ça, même si un client est important, il n'y a pas de souci pour synchroniser. Et puis enfin, si un client n'est pas Microsoft, si c'est un client Google, par exemple, ou un client
qui n'a pas forcément d'AD ou qui n'a pas forcément une AD bien renseignée, parce que ça arrive encore, eh bien, on peut faire de l'importation CSV, donc avec un petit fichier CSV, on importe les utilisateurs. Et ce qui va être très sympathique avec OptimiDoc Cloud, c'est qu'on va utiliser aussi ces utilisateurs pour gérer des droits d'accès. Donc, typiquement, quand je vous parlais tout à l'heure de Team, eh bien, je pourrais utiliser mon droit d'accès de mon groupe de mes 3 personnes techniques pour accéder uniquement à l'envoi vers le SharePoint Team que j'ai défini. Ou pour mes documents administratifs, de laisser uniquement le service comptabilité, par exemple, pouvoir numériser les documents et l'envoyer dans le SharePoint Online qui est l'administratif. Donc, on va pouvoir assez finement gérer les droits. Et l'avantage de cette gestion de droits, c'est que n'est affiché à l'écran que ce que l'utilisateur a le droit de voir. Donc, ça lui simplifie aussi la tâche. Il n'a pas les envois numériques de tous ses petits collègues, il n'a que les envois numériques qui l'intéressent. Donc, voilà pour la partie authentification sur les machines. On pourra aussi, dans OptimiDoc Cloud, avoir un peu de data autour de ce qui se passe autour de la solution. Donc là, c'est pareil, c'est une petite application, on va dire, qui est intégrée à la machine HP et qui va remonter les datas de comptabilisation directement dans le portail du client. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça veut dire que vous allez savoir de manière assez fine, soit par utilisateur ou par département, par service, soit par machine, soit par emplacement, parce qu'on peut configurer dans les emplacements des machines aussi derrière, ou soit par taille de document ou type de document, et bien on va savoir ce qui a été utilisé autour des plateformes. Et donc, ça veut dire que vous allez avoir accès en ligne à des rapports, comme vous le voyez là, un petit peu graphiques, qui vont vous présenter un peu les données, donc pour faire de l'analyse un peu à chaud. Et puis, si besoin était, on peut faire des exports CSV ou Excel. Et là, vous pouvez, ou le client peut faire son petit rapport et son petit tableau de bord un peu personnalisé, avec constamment ses pivots, ses rapports graphiques, etc. etc. Enfin, si vous voulez gérer une partie plus économique, c'est un peu classique dans les solutions d'accounting, comme ça, créer des listes de prix en fonction des tailles de documents et de leur type, couleur, noir, etc. Affecter ça aux différents équipements et à la fin, vous pouvez avoir, en plus du rapport en nombre de pages, avoir des rapports en fonction du coût des documents qui ont été imprimés. Donc là, ça vous permet 2 choses. En gros, un sujet qui est quand même souvent l'analytique, de savoir comment se comportent les utilisateurs. C'est vrai qu'on aura l'avantage, par exemple, de savoir ce qui est copié, imprimé et numérisé. C'est un indicateur qu'on utilise pas mal avec nos clients. On est dans un monde où l'impression est à peu près flat, à peu près constante. La copie doit chuter et la numérisation doit augmenter. Et globalement, si ces chiffres ne sont pas reflétés par rapport aux statistiques qu'on fait, ça veut dire que peut-être, soit on n'est pas assez moderne, soit on n'a pas mis les bonnes choses en place pour faire en sorte que les gens dématérialisent les documents. Donc, c'est ce type de choses que ça peut servir. Et puis, pour terminer, il y a toute la partie traçabilité, plutôt orientée sécurité. Donc, si un jour, vous avez besoin de savoir qu'est-ce qui s'est passé sur cette machine et quels documents ont été envoyés, vous pouvez avoir un peu de données, de savoir qui a utilisé la machine et qu'est-ce qui a été fait sur cette machine. Ça permet de faire un peu de suivi, un peu de traçabilité. J'en ai rapidement abordé sur la partie authentification. Une des questions qu'on me pose quand je parle d'OptimiDoc Cloud dans les environnements HP, c'est on me dit, ouais, mais HP fait aussi ses propres applications pour faire du OneDrive for Business et pour faire de l'envoi vers SharePoint. Donc, Kesako, c'est quoi la différence et pourquoi on prenait OptimiDoc Cloud? Alors, j'essaie de synthétiser sur ce visuel les quelques points clés. On pourrait bien sûr faire différentes investigations, aller plus loin dans le détail. Je voulais vous donner quelques points de repère. Et puis après, de toute manière, je pense que la bonne méthode aussi, c'est de tester chacune des deux modes, des 2 solutions, et de voir laquelle est la plus appropriée par rapport à un client, par rapport à un besoin précis. Mais s'il fallait, moi, que je les positionne de manière assez synthétique, je dirais que les applications qui ont été faites par HP, donc pour accéder à du OneDrive ou à du SharePoint ou du Google Drive, elles ont été conçues un peu comme si on travaillait depuis un téléphone portable. Donc l'idée, c'est vraiment d'accéder à son espace et puis de pouvoir rapidement le parcourir, prendre un document, le supprimer, l'imprimer, voire en numériser un autre, et de naviguer dans son espace partagé, comme on le ferait depuis son téléphone portable. C'est un peu le concept. Un des avantages que va avoir, comme c'est une application qui est développée par HP, c'est qu'on va vraiment accéder aux fonctionnalités complètes de la machine. Typiquement, toutes les fonctions de numérisation, par exemple, suppression de pages blanches, détourage, etc. Vous allez y accéder directement. Donc ça va être un petit plus de l'application HP. L'autre point, c'est que vous déployez une application par besoin fonctionnel. C'est-à-dire, si vous faites que du OneDrive, vous déployez l'application OneDrive. Si vous faites que du SharePoint, l'application SharePoint, etc., etc. Donc, vous avez
qu'une seule application à déployer. Par contre, si vous avez plusieurs applications, vous avez plusieurs applications à déployer. Donc ça, c'est le point qui peut être ou positif ou négatif, on peut le voir dans les deux sens, mais qui permet de mettre à disposition les applications à chacun des utilisateurs. Ensuite, comme c'est comme sur un smartphone, eh ben, vous vous authentifiez avec votre login et votre mot de passe Microsoft, hein, ou votre login et votre mot de passe Google. Ce qui n'est pas forcément gênant si vous le faites qu'une fois dans la journée, mais si vous le faites de manière très répétitive, ça peut être un peu lourd de devoir s'authentifier systématiquement avec un login et un mot de passe. Donc, ce qu'a fait HP, c'est qu'ils ont développé un SSO. Donc, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des ID HP. Hein, donc, généralement, je pense que tous ceux qui sont autour de cette conférence, ne serait-ce que pour accéder aux outils, au portail HP, ont déjà un ID HP. Donc, ça veut dire que pour un client, pour chaque utilisateur, on pourra créer un ID HP. On pourra avoir un mécanisme de SSO. C'est-à-dire qu'on pourra utiliser, par exemple, OptimiDoc Cloud avec l'authentification par badge. L'authentification par badge, on pourra associer l'ID HP. Et à partir de l'ID HP, on pourra avoir un SSO avec l'application OneDrive for Business. Donc, pour l'utilisateur, la mécanique, ce sera, je passe mon badge, hop, ça m'affiche une demande de PIN code pour accéder à mon compte HP ID. Je mets mon PIN code HP ID et après, automatiquement, ça me connecte dans OneDrive for Business. Donc, on va simplifier l'authentification sur les machines avec ce type de processus pour accéder aux applications WordPress. Donc, ça, c'est un peu le positionnement rapide d'une application WordPress. L'autre, pendant, si on parle d'OptimiDoc Cloud, OptimiDoc Cloud, ça permettra déjà d'avoir un seul point d'accès centralisé si on accède à différents outils. Donc, une gestion qui sera un peu plus facilitée, un peu plus centralisée. Ça va surtout apporter des workflows de numérisation que ne fournissent pas les applications WordPress, hein, les petits processus que je vous ai montré avec la saisie de data à l'écran et de faire un processus un peu piloté pour l'utilisateur. Ça permettra pour ces workflows une gestion de droit. Hein, donc, on pourra mettre à disposition des utilisateurs des choses et pas aux autres. Sur WordPress, c'est tout le monde accède à ces espaces ou aux espaces SharePoint en général et on s'appuiera sur les droits de SharePoint pour avoir les accès ou pas. Et puis enfin, on aura de l'OCR qu'on n'a pas forcément aujourd'hui dans la partie application WordPress. Hein, avec un OCR qui sait faire pas mal d'outils de conversion assez puissantes sur du Word, sur de l'Excel ou des choses comme ça. Et enfin, on va gérer les SSO. Alors là, c'est les SSO entre OptimiDoc et vos applications. Hein, le SSO entre OptimiDoc et SharePoint, OptimiDoc et OneDrive for Business et toutes les autres applications vont être gérés directement de manière centralisée par OptimiDoc et ne seront pas gérés machine par machine. Hein, donc, si vous avez 5 machines, l'utilisateur ne génère cette authentification sur SSO qu'une seule fois. Que si vous avez 5 applications avec 5 machines, donc avec des applications WordPress sur les 5 machines, il faut gérer le SSO sur un certain nombre de machines. Donc voilà en gros pour le positionnement des deux solutions. Donc l'idée, c'est pas de dire il y en a une qui est bien, l'autre qui n'est pas bien. Hein. L'idée, c'est vraiment de dire si vous avez des besoins de travailler dans OneDrive, comme vous travaillez depuis votre PC, que c'est beaucoup de soumissions d'impression de documents et que vous voulez déployer ça, on va dire potentiellement sur peut-être un petit nombre de machines, les applications WordPress sont très bien faites. Et si par contre il faut quelque chose de plus complexe, avec des workflows plus complexes, et ben, à ce moment-là, OptimiDoc sera un peu mieux positionné. Et puis après, encore une fois, tester les deux solutions et puis en fonction des contextes, voyez ce qui est le plus à même de répondre aux besoins du client. C'est quand même le principal au départ. Autre petit point, on a beaucoup parlé des utilisateurs et des configurations des machines, mais un petit point rapide sur la partie outils de gestion de tout ça. Ça, c'est la plateforme ou le portail qui est mis à disposition donc, quand on est partenaire OptimiDoc, hein, et quand on est partenaire UDoc pour la France. C'est-à-dire que vous avez dans le haut du portail, quand vous vous connectez, vous avez l'ensemble des machines dédiées aux partenaires. Donc là-dedans, on peut avoir les machines soit de production, soit les machines de showroom, soit des choses comme ça, ou de test ou de lab. Donc là, vous avez un espace partenaire au-dessus. Et puis en dessous, un partenaire peut créer chacun de ses clients. Vous pouvez créer tous les clients que vous avez. Et pour chacun des clients aussi, vous allez pouvoir aller gérer automatiquement ces machines, ces workflows d'impression et de numérisation. Donc du coup, le point important de tout ça, c'est que au-delà de la simplicité d'installation et des nouveaux services cloud qu'on apporte, vous, en tant que partenaire, vous pouvez aussi déployer vos propres services et réinventer vos propres services. Ça veut dire que si demain, le client veut faire un nouveau workflow parce qu'il a un nouveau site SharePoint, il suffit qu'il vous fasse une demande et vous pouvez à distance lui configurer son workflow, par exemple, à lui mettre à disposition. Si vous êtes à faire un peu d'assistance, pareil, sur de l'usage, vous pouvez le faire à distance et vous pouvez le travailler derrière. Donc, typiquement, en mode de service,
c'est quelque chose qui est assez disruptif aujourd'hui, parce que ça empêche en fait le déplacement, ou oui, ça évite de faire des déplacements chez les clients, et ça vous permet de faire du service à valeur ajoutée à distance. Pour ceux qui font un peu, par exemple, de maintenance autour des équipements HP, ça rejoint la même philosophie que des outils comme HP SDS, où vous pouvez faire du pilotage des configurations de vos machines à distance. Donc là, avec un outil SDS plus Optimidoc Cloud, vous arrivez à distance à gérer peut-être pas 100%, mais une très grosse partie des besoins et des besoins d'assistance et de support de vos clients. Donc c'est ça qui est intéressant dans l'approche cloud, c'est qu'on va se réinventer et être capable de proposer plus de valeur ajoutée aux clients. Pour terminer, la question souvent, c'est comment on fait pour avancer, ou comment on fait pour aller mettre en place la solution. Nous, on a deux types d'approches avec nos partenaires. On a une première sur des partenaires qui veulent être extrêmement autonomes sur un certain nombre de clients. Donc, nous, ce qu'on leur préconise, c'est formez-vous d'abord, maîtrisez la solution, appropriez-la, comprendre ses valeurs, qu'est-ce que vous pouvez proposer. Donc là, ça passe par à la fois de la formation et de la mise en pratique chez vous, si vous avez un showroom pour pouvoir mettre ça en place. Comme c'est une solution cloud, en gros, ça vous demande uniquement d'avoir des équipements, pas besoin d'avoir de serveurs ou autre. Donc, de mettre ça en place, de commencer à vous la tester, l'évaluer, et puis de cibler quelques clients chez vous qui pourraient être intéressés. Donc, pour cibler, c'est assez simple. C'est ce que je vous disais, c'est un client, par exemple, Office 365. Donc, dans vos clients, quels sont ceux qui sont Office 365 et quels sont ceux qui ont des besoins au quotidien de numérisation et d'impression, qui travaillent déjà dans l'esprit Office 365 et que vous pouvez adapter derrière. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on crée un compte client, dès qu'on attache une imprimante, elle a une licence de test de 14 jours. Donc, pendant 14 jours, le client peut tester. Donc, vous pouvez de manière assez autonome créer un compte client une fois que vous êtes partenaire Nudoc, mettre en place un compte chez un de vos clients et le mettre faire une test de chez client, puis au bout des 14 jours, arriver à engager avec lui et si possible, à prendre la commande. Donc ça, c'est pour les partenaires qui sont autonomes. On vous transfère la compétence et après, vous gérez. Et on a beaucoup de partenaires qui travaillent plutôt dans un mode collaboratif, c'est-à-dire qu'ils vont plutôt assurer la fonction commerciale de détecter les projets et de commencer à présenter la solution, qui vont se réassurer sur nous, soit pour les qualifications plus avancées, quand c'est des besoins un peu spécifiques chez le client, et pour la partie technique, donc la mise en place. Donc dans ce cas, on aura plutôt tendance à vous apporter une formation commerciale, un accompagnement commercial et à vous rassurer sur la partie technique. Et après, le protocole d'accès au marché elle-même, pour moi, c'est cibler plutôt déjà des clients base installés, des clients qui sont dans les critères que j'ai cités précédemment, et puis d'engager sur un premier test chez les clients. En faisant les premiers tests chez les clients, non seulement ça permet aux clients de tester, mais ça vous permet aussi, vous, de voir les retours des clients, ses objections, c'est là où il est satisfait et de voir comment avancer. Donc voilà les deux modes principaux sur lesquels on travaille. On a un troisième mode aussi, vraiment, ce sera des partenaires qui ne souhaiteraient pas investir du tout, ni commercialement ni techniquement sur les solutions. Donc, ils peuvent nous déléguer la gestion complète. Et nous, on traite la partie commerciale et technique avec les clients. Ce n'est pas forcément ce qu'on préconise et ce qu'on préfère, mais si c'était un besoin ponctuel, on peut travailler aussi comme ça. Sachant que la même partenaire peut travailler dans les deux modes, c'est-à-dire on a par exemple des partenaires qui travaillent beaucoup sur des comptes géographiques où ils ont beaucoup d'autonomie et ils n'ont pas besoin de nous. Puis par contre, une fois, ils attaquent un compte un peu plus gros, un peu plus sophistiqué, avec des besoins un peu plus complexes, une informatique un peu plus complexe, des questions un peu plus pointues. Et là, ils ont besoin de nous en travail collaboratif. Donc, c'est pas un partenaire peut avoir les deux modes de fonctionnement en fonction de ses typologies de clients aussi, c'est pas un souci. Donc voilà un peu comment on vous préconise d'attaquer un peu le marché, de vous rendre autonome un petit peu et puis d'aller voir vos clients. Pour finir, ce qu'on a aussi essayé de faire, c'est de trouver des petits outils pour vous aider. Une des difficultés quand on parle de solution, la solution étant quelque chose d'assez parfois abstrait, c'est difficile de toujours démontrer les choses. Donc, on a fait des petites vidéos qui vous permettent assez simplement de faire un peu ce que j'ai mis en animation dans le PowerPoint, de montrer par exemple comment on peut utiliser la machine pour faire telle chose ou telle chose. Donc, c'est des petites vidéos YouTube qu'on a montées. Donc, globalement, juste pour vous montrer rapidement, si je clique sur la vidéo qui va s'afficher, je vais juste couper le son pour pas que ça me perturbe. Je vais pouvoir lancer la vidéo et puis comme ça va montrer, vous pouvez montrer rapidement à un client comment ça se passe sur la machine. Ça permet souvent de concrétiser et d'assez rapidement, le client va percuter ou vous allez percuter, si vous montrez ça à un de vos collègues, assez rapidement sur comment ça se passe quand on a la machine chez soi. Et ça peut aider un peu à accélérer des
leads et à accélérer un peu des actes de vente chez les clients où ils vont s'engager un peu plus rapidement avec vous sur ce type de solution. Donc, je vais l'arrêter. Donc, on en a fait un certain nombre en fonction de voilà, ce que vous voulez montrer. Hein, vous pourrez les regarder. Si vous voulez vous abonner à la chaîne qu'on a créée, on est là. On faut cliquer là aussi. Hein, et on va essayer d'en faire d'autres derrière. Hein, c'est-à-dire que petit à petit, on va essayer d'agrémenter. Alors, ça reste des vidéos amateurs. Hein, on n'a pas embauché Spielberg pour faire tout ça. On les a fait nous-mêmes. Mais l'idée, c'est d'avoir des choses un peu pratiques et un peu concrètes à utiliser. On en a fait deux versions. On en a une version avec une petite musique de fond. Comme ça, les gens qui les regardent tout seuls, eh ben ça passe un peu mieux. Et puis, si vous voulez commenter la vidéo, on a fait aussi des vidéos sans musique. Donc, c'est les mêmes dans lesquelles on a supprimé le son. Ce qui vous évite, quand vous lancez la vidéo, d'avoir un peu de bruit autour et de perturber la présentation. Vous pouvez la lancer comme ça sans qu'il y ait de musique de fond. Donc, j'ai terminé par rapport à ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc ensuite,